Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée au conflit en Ukraine. Un an après son déclenchement, où en est la situation, quelles en sont les conséquences sur le monde, l'Occident en l'occurrence, mais aussi sur la Russie. Ce conflit a eu des répercussions géopolitiques et économiques, notamment sur la scène mondiale, engendrant une reconfiguration des pôles de force. Un an après le déclenchement du conflit, un recul s'impose. Le débat est lancé. Pour en parler, nous avons respectivement et en direct de Moscou Karine Béché-Golovko, juriste et professeure invitée à l'Université de Moscou. Karine, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Merci pour votre invitation. Merci. Depuis Paris, Emmanuel Pouchelet, géopoliticien et expert en relations internationales, est avec nous par Skype. Monsieur Emmanuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'inviter. Et par Skype, toujours, Gérard Vespierre, analyste géopolitologue, il est depuis Paris, il est joint depuis Paris. Monsieur Vespierre, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à vous. Et bien sûr, prendra part à cette émission avec moi, ici, bien présent sur le plateau, Dr Reda Hariresh, spécialiste en relations internationales et consultant auprès de la chaîne Al24 News. Reda, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, comme je le disais, justement, c'était le 24 février 2022, jour pour jour que tout a commencé. Les sirènes ont retenti à Kiev, la capitale. Il s'est réveillé sous les bombes à Moscou ou de Moscou et est passé donc à l'acte. Moscou est passé à l'acte, je le disais, après des mois de provocation. Karine Béché-Golovko, quel constat peut-on faire une année après le début de cette opération militaire russe en Ukraine ? Bonsoir. Effectivement, aujourd'hui, cela fait un an. Cela a été une surprise, je pense pouvoir le dire, pour à peu près tout le monde, car pendant des années, la Russie s'était accrochée aux accords de Minsk, qui prévoyaient l'entrée du Donbass dans le cadre de l'État ukrainien. Donc, l'on ne voyait pas pourquoi tout à coup cela devait changer. Or, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu peu avant le lancement de cette opération militaire russe, une activation de l'activité militaire du côté ukrainien qui a largement renforcé le bombardement de Donetsk sur les cibles civiles et qui a également, à 2 ou 3 reprises en tout cas, touché les régions de Belgorod et de Koursk sur le territoire russe. Donc il y a eu certains éléments précurseurs, on va dire, à une dégradation de la situation. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de dire très concrètement où nous en sommes, parce que la situation est toujours, on va dire, en changement complet. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le monde global, c'est-à-dire qu'avec un centre de décision politique atlantiste accepté plus ou moins partout, est aujourd'hui remis en cause très fortement, à la fois par l'opération militaire elle-même, qui montre la volonté de la Russie de ne pas se fondre dans cet ordre global et donc revendique le droit à la défense de son intérêt et d'une certaine vision du monde russe, mais également en dehors de la Russie et du champ militaire, on le voit sur le champ politique et géopolitique, avec l'émergence de tout un bloc de pays qui refuse de s'aligner sur les injonctions de la politique américaine. Et cela, on le voit très fort au niveau des votes, des résolutions anti-russes au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Comme l'a titré d'ailleurs le New York Times ce matin, la Russie n'a pas pu être isolée. Donc, l'on voit, en fait, nous sommes à une charnière qui nous oblige à repenser à la fois les mécanismes qui nous ont conduits à cette situation aujourd'hui, parce que ça ne s'est pas fait en un jour, cela fait des années que la tension monte, et également nous oblige à penser dans quel monde nous voulons vivre demain. Qu'est-ce que nous attendons de ce nouveau monde, puisque, comme vous l'avez titré très justement, ce qui a été ne sera plus. Oui, très bien, Karine Béché.
Monsieur Gérard Vespierre, je vous poserai la question autrement dit. Est-ce qu'aujourd'hui, 1 an après la guerre en Ukraine, il est possible de faire le point et de prendre suffisamment de recul pour justement pouvoir faire ce point? Écoutez, oui, 1 an, c'est quand même une très longue période. Et donc, on doit même plus faire qu'un recul, n'est-ce pas? On doit avoir un moment de recueillement parce qu'il y a 300 000 personnes qui ont soit perdu la vie, soit ont été blessées dans cette guerre. Et à partir du moment où il y a donc des deux côtés, Russes et Ukrainiens, militaires et civils, ce genre de désastre humain, on peut peut-être s'abstenir de parler d'opération militaire spéciale, n'est-ce pas? Ce n'est pas une opération militaire spéciale, c'est une guerre. C'est une guerre avec une décision prise par une équipe politique qui habite à Moscou et au Kremlin. Donc les choses sont claires et devant cette situation, eh bien, un pays de 144 millions d'habitants, la Russie, en lançant sa machine militaire dans le territoire ukrainien, n'a pu aboutir, après 1 an d'efforts et de sacrifices de vie humaine dont je viens de parler, eh bien, a pu gagner 100-150 kilomètres de territoire à l'intérieur de l'Ukraine seulement, à un pays de 40 millions d'habitants. Donc, les cartes sont effectivement sur la table maintenant et a eu lieu hier un vote à l'Assemblée générale de l'ONU et il y a 141 pays qui ont demandé à la Russie de retirer ses troupes. Et 6 pays seulement ont voté contre cette résolution, en plus de la Russie elle-même. Donc 141 contre 7, je pense que la Russie est vraiment isolée. Très bien, c'est votre point de vue. Je ne sais pas si M. Manuel Pouchelet le partage ou s'il a peut-être une autre thèse. Écoutez, moi je vais partager une approche un petit peu différente. Alors d'habitude, vous savez, les Américains ont pour habitude de publier ce qu'on appelle les premiers enseignements et les leçons apprises. Les premiers enseignements se font en règle générale après 90 jours de combat et force est de constater que les Américains n'ont rien publié. En ce qui concerne cette guerre en Ukraine, elle est particulière parce qu'elle est hybride, c'est-à-dire qu'elle prend des codes pour lesquels nous sommes confrontés pour la première fois en Europe. Le dernier grand conflit en Europe remonte à la crise yougoslave, où, si vous voulez, il n'y avait pas cette diffusion médiatique, notamment par les réseaux sociaux, chose qu'aujourd'hui, tant les Ukrainiens que les Russes et que l'OTAN maîtrisent parfaitement pour informer ou, entre guillemets, désinformer surtout la population qui assiste, pour certaines, impuissante aux événements qui sont en cours. En ce qui concerne, si vous voulez, l'approche et ce que l'on peut constater, la Russie a quand même conquis l'équivalent d'une superficie en Ukraine équivalente au Portugal et on a entendu beaucoup de critiques sur son organisation. Mais une armée non organisée ne pourrait pas conquérir autant de surface. Donc, quelque part, il y a des contradictions, si vous voulez. Oui. Ensuite, on voit une contradiction au niveau de l'OTAN, puisque M. Macron, président de la République française, avait déclaré que cette organisation était en état de mort cérébrale. Et j'allais dire, M. Poutine l'a réactivée finalement. Et l'OTAN, si vous voulez, se retrouve elle aussi engagée sur un territoire pour lequel elle était destinée. Alors qu'avant, les opérations de l'OTAN étaient plutôt en outre-mer, c'est-à-dire hors zone Europe. Je parle de l'Afghanistan, je parle d'autres territoires, notamment avec toujours ce leadership américain qui commence au sein de cette alliance à créer des frustrations. Pour l'instant, la grande victoire, j'allais dire, que ce soit du côté russe, que ce soit du côté otanien et de l'Europe, c'est cette frustration. Les Européens n'arrivent toujours pas à parler le même discours. Ils ont fait l'erreur dans le passé de faire sous-traiter leur défense commune à l'OTAN et s'aperçoivent que finalement, c'est peut-être eux qui pourraient trouver une solution, alors que du côté de Pékin, nous avons un monsieur Xi Jinping qui commence à s'agacer d'une situation qui, au niveau de ses projets de nouvelles routes de la soie et au niveau économique, ont des conséquences, si vous voulez, non négligeables et qu'il ne pourrait supporter. Ensuite, côté russe, nous avons M. Poutine qui est déterminé dans son approche et qui ne cédera pas un pouce. M. Poutine se conforte, on va dire, dans son approche, hormis les accords de Minsk, mais il a aussi
comment dirais-je, il répond point pour point aux tergiversations tant américaines que de l'OTAN sur une limite rouge qui a été franchie. Et force est de constater que pour l'instant, il s'y tient. Côté américain, nous avons une approche beaucoup plus, comment dirais-je, différente et profitable, puisque les États-Unis arment l'Ukraine, j'allais presque dire à fond perdu, et en même temps rééquipent les armées européennes, où le matériel actuellement en cours de livraison remplace des matériels que l'on peut considérer comme obsolètes et que l'on préfère donner aux Ukrainiens. Donc vous voyez, voilà, nous voici dans une crise dont on ne voit pas l'issue. Certains de mes camarades pensent à une solution coréenne, vous savez, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où finalement il n'y a pas de gagnant, et on maintiendra une espèce de frontière pour ce qui a été conquis sur l'espace ukrainien. Voilà un petit peu ce qui se dessine dans certains cercles autorisés en tout cas. Oui, en tous les cas, ça résume bien un petit peu la situation dans laquelle se trouve en ce moment le monde et en raison de cette guerre en Ukraine. Reda, je me tourne vers vous. Alors, est-ce que c'est possible, est-ce qu'un an, c'est suffisant pour vous pour pouvoir faire le point sur les objectifs de cette guerre, ou est-ce qu'il est encore trop tôt de se prononcer, même si on ne veut pas que la guerre perdure, bien sûr? Il est important de préciser quand même que cette guerre, dans les faits, elle a commencé déjà depuis 2014. Même si c'était un conflit de basse intensité, il est clair que le 24 février 2022, une étape supplémentaire a été franchie. Et effectivement, à ce moment-là, et jusqu'à maintenant, on continue à parler d'opération spéciale. Très probablement que le Kremlin devait penser que cette opération serait plus courte que ce qui était prévu, en pensant peut-être que le gouvernement ukrainien serait amené à négocier assez rapidement, ou peut-être que le Kremlin a parié sur un effondrement du gouvernement de Kiev, ce qui n'a pas été le cas, puisque ce dit gouvernement est soutenu quand même par des alliés de l'OTAN qui sont là pour l'armée et qui sont là pour pousser encore vers davantage de surenchères. Et ce qui fait que donc, ce qui était considéré comme une opération devient de plus en plus une guerre à part entière. Maintenant, il faut préciser uniquement quels sont les objectifs des uns et des autres pour pouvoir mieux cerner les contours. Si on part du principe que les forces russes ont réussi à s'emparer d'une partie donc, du territoire ukrainien, plus précisément les zones russophones, qui représentent à peu près pour le moment 20% du territoire ukrainien, on peut considérer que le minimum requis pour ce conflit qui a été déclenché par Poutine est atteint. C'est-à-dire que ces zones qui ont elles-mêmes proclamé leur autodétermination et donc leur indépendance ont décidé... Par un vote, oui, par un vote. C'est vrai que ce vote-là n'a pas été validé par les Nations Unies. Il fallait s'y attendre aussi. Voilà, mais c'était pour, en quelque sorte, accélérer peut-être une solution diplomatique à ce moment-là. Mais finalement, c'est le langage des armes qui a prévalu. Maintenant, on peut très bien s'orienter vers une solution négociée qui consiste, par exemple, à garantir un minimum de droits pour les russophones et les Russes d'Ukraine, dans le cadre, par exemple, d'un État fédéral, comme ça l'a été avec l'ex-Yougoslavie et plus précisément, par exemple, pour la Bosnie-Herzégovine, qui s'est retrouvée avec 3 zones, si vous vous rappelez bien. Distinctes, une zone serbe, une zone croate, une serbe et une zone musulmane. Qui ne s'est pas faite sans effusion de sang. Voilà, qui ne s'est pas faite sans effusion qui ne s'est pas faite sans effusion de sang, mais il ne faut pas oublier que les Russes n'ont pas la mémoire courte. Et à ce moment-là, ils se sont dit que ce conflit a abouti, qui avait éclaté dans l'ex-Yougoslavie, a fini par consumer l'ancienne Yougoslavie qui a disparu de la carte. Donc ils se disent que 25 ans plus tard, c'est ce qui risque de se rejouer en Ukraine et pourquoi pas en Russie même. Donc ils sont beaucoup plus vigilants. Et la porte reste ouverte vers une solution négociée à moyen terme si
si les revendications, par exemple, de la forte minorité russophone qui représente 45% de l'Ukraine étaient prises en charge par le gouvernement de Kiev, ça pourrait économiser beaucoup de sang et beaucoup d'argent aussi. En tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Madame Karine Golovko, alors on vient de l'entendre avec Dr Reda Hriresh, et on sait très bien que, puisqu'on parle de paix, je ne sais pas si c'est un petit peu anticiper les choses, est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt de parler de paix, d'autant plus que la proposition chinoise n'a pas été accueillie avec des applaudissements, pour ne pas dire des bouts des lèvres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, un an après, il est encore trop tôt pour parler de paix? Le problème est que le conflit n'est pas épuisé. Voilà. Donc, il est extrêmement difficile de en sortir avec des négociations de paix lorsqu'il est toujours actif et que les deux parties, d'une partie l'OTAN, d'autre partie la Russie, ont toutes deux la vocation à pouvoir le remporter, puisque pour l'instant, les choses ne sont pas extrêmement claires. Pour revenir sur les propositions coréennes, yougoslaves ou autres qui ont été faites, elles me semblent assez, on va dire, décalées de la réalité, sans vouloir vexer personne, simplement parce que finalement, elles rappellent les accords de Minsk. Je vous rappelle que c'est exactement ce qui avait été proposé il y a 8 ans dans le cadre des accords de Minsk. Une fédéralisation, la reconnaissance de droits spéciaux pour les minorités russophones, puisque c'est justement en 2014, comme l'a très justement rappelé votre invité sur le plateau, c'est à ce moment-là qu'a commencé le conflit de façon ouverte. Il a commencé politiquement en 2004 lorsque, sous l'égide de l'OSCE, un troisième tour assez surprenant, a été organisé au niveau des élections présidentielles ukrainiennes, ce qui a brisé le système politique, comme on l'a vu derrière. Mais la société elle-même a été brisée en 2014 et l'État, dans sa notion d'étaticité, dans la notion juridique du terme, a disparu à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de fonctionnement régulier des institutions, ni de maîtrise du territoire, ni de la législation. Donc, actuellement, il est absolument inconcevable de voir un véritable processus de négociation se mettre en route. Tout d'abord parce que lorsque l'on entend parler Stoltenberg, par exemple, qui part, mais finalement ça ne changera rien au niveau de l'OTAN, lorsque l'on entend parler Macron, ce sont des personnes qui demandent une paix qui soit fondée finalement sur la capitulation de la Russie. La Russie, de son côté, dit aussi accepter des négociations de paix qui reconnaissent la nouvelle réalité. Il y a donc une incompatibilité totale entre les deux et je voulais rappeler quand même aujourd'hui que le G7 a déclaré de son côté qu'il ne reconnaîtrait jamais l'entrée des nouveaux territoires dans la Fédération de Russie. Donc déjà, c'est incompatible pour une négociation de paix. Et Blinken vient de déclarer devant les Nations Unies que justement les États-Unis sont contre un cessez-le-feu, qu'il soit temporaire ou total, sans condition préalable, c'est-à-dire sans capitulation de la Russie. Donc nous ne sommes absolument pas du tout dans une configuration de négociation, parce que cela entraînerait la perte et la chute de l'une des deux parties au conflit. Si jamais la Russie récupère ses territoires et arrive à pacifier la situation, c'est un échec flagrant pour l'ordre globaliste qui utilise quand même ce conflit ukrainien, qui est en train de voir d'autres conflits à côté aussi, pour justement montrer que l'on ne peut pas s'opposer à cet ordre, sauf à perdre son existence étatique. Donc il ne peut pas y avoir négociation. La Russie elle-même, ses dirigeants l'ont répété plusieurs fois, joue son existence. Pour elle, c'est une guerre existentielle. Elle ne peut pas se permettre de perdre le territoire du monde russe, sinon elle se perd. Quelle est la Russie sans monde russe ? Donc il y a ici une impossibilité réelle de négociation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que les enjeux de pouvoir de part et d'autre sont existentiels dans le sens premier du terme. Oui, très bien. Alors, Gérard Vespierre, j'allais dire quelles sont les conséquences générales de ce conflit sur le monde, mais je dirais autrement maintenant, parce que au vu des développements, selon vous, est-ce que l'Europe ou l'Occident a intérêt à faire perdurer cette guerre pour des bénéfices ou des intérêts économiques, ou est-ce qu'on se trompe? Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'enjeux économiques, n'est-ce pas? Et il y a un enjeu territorial et culturel
Et je suis effaré, et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a certainement beaucoup de vos téléspectateurs qui ont été effarés d'entendre que 100 000 km², n'est-ce pas, mettaient en jeu l'existence de la Russie, qui a 17 millions de km². 100 000 km² ukrainiens mettent en jeu l'existence de la Russie. Ceci est une totale fable, n'est-ce pas? C'est pas ni géographiquement, ni arithmétiquement, ni politiquement acceptable et incroyable d'entendre des paroles pareilles. Donc surtout avec ça reste votre point de vue et qu'on respecte, Monsieur Vespierre. Et surtout avec le prix de 300 000 morts et blessés des deux côtés, quand il y a des cousins et des frères ukrainiens et russes de chaque côté. Donc je crois qu'il n'y a pas non plus de défaite de la Russie. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit que la Russie reprenne ses troupes et rentre chez elle. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas de volonté des pays de l'Union européenne d'avoir un quelconque gain économique dans cette situation-là. Au contraire, on voit que les conséquences vis-à-vis de l'économie globale sont plutôt négatives, puisqu'il y a eu un impact à la fois sur les matières premières énergétiques et sur les matières premières alimentaires. Donc une hausse des prix par la rareté due à la guerre. Donc il n'y a pas d'enjeu fondamentalement économique, à savoir des gains de ce conflit, et d'où la nécessité, aussi bien d'un point de vue humain que d'un point de vue politique, de l'arrêter, et c'est la demande de 70% des pays de l'ONU. En tous les cas, le bras a été tendu à plusieurs reprises du côté russe pour lancer un dialogue, mais apparemment l'Occident n'est pas encore pour l'instant très convaincu. Alors je vois que Karine Golovko voudrait réagir à ce que vient de dire Gérard Vespierre. Oui, je vous donne la parole alors, faites-le. Non, c'est juste que la façon de compter est assez surprenante si l'on parle de géopolitique, si on n'est pas comptable, hein, parce que l'enjeu, ça n'est pas le nombre de kilomètres carrés. L'enjeu, il est stratégique. Et il me semble que lorsqu'on fait la géopolitique, l'on comprend justement que parfois, même des toutes petites superficies peuvent présenter un intérêt stratégique réel. Et en ce qui concerne la question de la présence des troupes russes, je rappellerai là aussi justement cette question très juridique qui, je comprends, est absolument secondaire dans un monde de la politique et de la com, mais quand même, ces territoires, du point de vue du droit interne russe, sont rentrés en Russie. Donc justement, l'armée russe, elle, pour le coup, elle est sur son propre territoire. Le fait que ces territoires ne soient pas reconnus comme tels par la communauté internationale, je dirais, c'est son problème à la communauté internationale. Si un État ne peut pas déterminer en fonction de sa propre législation et de la volonté populaire qui est exprimée quelles sont ses frontières, dans ce cas-là, on dit que les États n'existent plus en tant que tels. C'est ça le monde de la globalisation. Quand c'est cette mythique communauté internationale qui va déterminer quel est réellement l'état de vos frontières. Donc là, on voit bien par contre, hein, c'est plus sérieusement justement, c'est ce conflit et cette difficulté avec l'entrée de ces territoires parce que il y a un flou objectif sur la question des frontières, d'une partie des frontières de la Russie. L'Occident prétend agir sur le territoire ukrainien, la Russie, elle, décide d'agir sur le territoire national russe. Donc nous avons ici la confrontation justement réellement de ce qui illustre ce conflit. D'un côté, cette globalisation, quand c'est cette communauté internationale qui détermine quel doit être l'État, par rapport à cette vision du monde des États et des nations qui fait prévaloir le droit national et la volonté exprimée par les populations en cela. Voilà, je pense que vous êtes exprimé à ce sujet. Je passe à Manuel Pouchelet. Monsieur Manuel Pouchelet, est-ce que vous pensez aujourd'hui que d'une certaine manière, et quelque part on a ce sentiment quand on regarde certains médias, et puis surtout quand on suit l'évolution de la situation tant politique qu'économique, que l'Occident cherche à faire un petit peu perdurer cette guerre ou ce conflit en Ukraine pour justement user les Russes et les amener à la table des négociations
souvent en position de faiblesse. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste une vue de l'esprit? Je vais avoir une approche un petit peu différente de ce qui vient d'être dit. Moi, je pense très honnêtement que l'erreur, elle vient pas de l'Occident, mais soyons plus précis, des Américains. Parce que les Américains, si vous voulez, ils font une erreur stratégique grave. Ils s'immiscent, comme à leur habitude depuis 1945, dans tous les conflits mondiaux. En même temps, on s'aperçoit que ce sont les grands bénéficiaires de cette crise en cours, de cette guerre asymétrique, de cette guerre hybride, puisqu'ils vendent les armes. Ce sont les premiers producteurs de pétrole, donc forcément, ils peuvent en fixer les prix, même si les Saoudiens, derrière, essayent aussi, de leur côté, de faire valoir leurs droits. Mais quelque part, il y a une autre approche. Je pense que l'entêtement de l'Occident, j'allais plutôt dire des Américains et des Européens, notamment la déclaration de certains chefs d'État, et d'aller jusqu'à ce que l'on prononce, je dis bien, la défaite de la Russie. Mais c'est faux, il n'y a personne qui va gagner, il n'y a personne qui va perdre dans cette affaire. Parce que si vous voulez, j'ai en mémoire la pensée de Clausewitz, la guerre, c'est imposer à l'adversaire l'exécution de notre volonté. Imagine, si l'on part du principe que l'Ukraine, qui s'est vue conquérir des territoires qui sont maintenant sous autorité russe et qui appartiennent à la Russie, l'objectif pour la Russie, et là ça va être un défi pour ce pays, ça va être la phase de stabilisation. Moi personnellement, j'ai participé au conflit yougoslave en tant que militaire, sous mandat ONU et sous mandat OTAN, et croyez-moi que la stabilisation de la Bosnie-Herzégovine, c'était un enjeu tant pour l'ONU que pour l'OTAN, et d'ailleurs pour y arriver, il a fallu que les Américains tranchent et décident avec les accords de Dayton. Donc vous voyez, encore une fois, ce sont des Américains qui ont encore une fois solutionné un problème européen. Revenons à l'Ukraine. Je pense que pour l'Ukraine, il sera aussi difficile de reconquérir cet espace, que ce soit sur le plan militaire, mais aussi sur le plan des cœurs. Le général Petraeus en Afghanistan parlait de la paix des cœurs. C'est ça qui est le plus difficile à comprendre aussi. Mais là, nous sommes face aussi à des enjeux qui remontent à l'histoire. Et comme le disait Churchill, quelque part, un peuple qui méconnaît son histoire est condamné à la revivre. Donc, en fait, c'est une approche qui est un petit peu différente. Je ne pense pas qu'il y ait des gagnants et des vaincus. Je pense que le grand gagnant pour l'instant de cette affaire, c'est la frustration. Et croyez-moi que les Occidentaux, une fois que cette frustration que pour certains pays, notamment les Américains, entretiennent, ça va être une facture qui va être douloureuse, puisqu'en France, nous assistons par exemple à un déclassement de la classe moyenne avec des signaux inquiétants de déstabilisation, notamment de crise. On parle de grève et on parle aussi de manifestations. Donc, si vous voulez, je pense que cette affaire n'est profitable à personne. Toutes les économies sont touchées, puisque nous parlons de globalisation. Moi, je préfère dire de mondialisation, avec une imbrication de toutes les économies. Je pense que la plus sage décision est d'arrêter, de trouver un compromis, et ensuite de commencer dès à présent, j'allais dire, une fois que le conflit est terminé, ce sera l'enjeu pour relancer éventuellement l'économie, la reconstruction. Oui, alors je me tourne vers vous, Reda. Y a-t-il réellement une nouvelle carte géopolitique qui est en train de se dessiner après cette guerre en Ukraine? Incontestablement, ce conflit a poussé les principaux acteurs à se positionner les uns par rapport aux autres. Donc l'Union européenne s'est retrouvée donc, entre les mains de l'OTAN, et donc elle est davantage dépendante pour sa sécurité donc de la volonté des États-Unis. Et par la force des choses, la Russie a été poussée dans les bras de la Chine pour notamment assurer sa survie et ses arrières, ne serait-ce que d'un point de vue économique. La Chine joue un rôle au niveau de l'arrière-cour pour approvisionner la Russie et assurer un fonctionnement convenable pour Moscou depuis un an. Alors, est-ce qu'on peut parler d'alliance à court terme, ou plutôt d'alliance vers une nouvelle réelle politique où on verrait deux grands blocs hégémoniques, c'est-à-dire le bloc occidental qui est traversé par l'Atlantique, donc l'Europe et les États-Unis, et un autre bloc eurasiatique, notamment avec une alliance entre Pékin et Moscou. On verra bien. Peut-être qu'il est trop tôt pour se pencher sur cet aspect-là, parce que
le conflit, il est en cours et les alliances peuvent bouger, hein, parce que nous ne sommes pas dans un cercle restreint, d'autant plus qu'il y a d'autres pays qui sont concernés par ce conflit. Je pense notamment aux pays de l'hémisphère sud, qui en subissent les conséquences en matière d'approvisionnement, par exemple, de denrées alimentaires, comme le blé et d'autres produits de première nécessité. Oui. Donc, il faudra distinguer entre ce qui relève du court terme, c'est-à-dire d'une alliance tactique entre des alliés qui sont obligés de se serrer les coudes, et sur ce nouvel ordre mondial qui, quoi qu'on dise, va finir par émerger dans les années qui viennent. Oui, très bien. Alors, je reviens vers vous, Karine Golovko. Alors, nous avons tous vu et regardé et écouté le discours de Vladimir Poutine. Et je pense qu'il ne s'est jamais trouvé, on ne l'a jamais vu dans une position de force telle que ce fut le cas lors de ce discours. Il y a une phrase quand même à retenir, nous allons atteindre nos objectifs. Alors, quels sont les objectifs de Poutine qu'il pense n'avoir pas encore atteints ? C'est une bonne question parce que quand même, soyons honnêtes, dès le départ, la formulation des objectifs était quand même assez floue. Parce que dénazification, pacification, sans vouloir remettre en cause le régime, c'était quand même assez spécifique. Donc là, il y a en tout cas un message qui est passé ces jours-ci, c'est le fait que oui, ça avance lentement, mais on ne va pas s'arrêter parce que de toute façon, c'est la question de la sécurité de la Russie qui est en jeu. Donc ça continue parce que n'oublions pas que lorsque l'on parle dans le discours occidental qui est très confortable de cette armée ukrainienne qui toute seule, ce petit pays, se bat contre la Russie, de l'armée ukrainienne comme ukrainienne, il reste plus grand-chose. Ça fait quand même des années que les programmes de l'OTAN sont en place. Les soldats ukrainiens sont formés en Occident. Les munitions, etc., viennent des pays de l'OTAN. Donc, l'armée ukrainienne, en tant qu'ukrainienne, elle, en gros, elle a fini en 2014. Là, il faut aussi arrêter un petit peu de prendre les gens pour des idiots, et c'est aussi pour cela que la Russie, effectivement, n'est pas ce grand pays gigantesque à côté qui va écraser la toute petite Ukraine, mais elle est en face justement à une armée qui est complètement prise en main par l'OTAN, que ce soit militairement, que ce soit également au niveau du renseignement. Donc effectivement, c'est un combat de titans. Et c'est ce que Poutine a voulu dire, que le combat est difficile, mais de toute façon, il est hors de question de laisser tomber. Ce qui était très intéressant aussi dans son message, c'était tout ce qui était autour de la dimension militaire, car finalement, il a parlé très très peu de la dimension militaire en tant que telle, hein, mais beaucoup des gens. Et justement, il a mis l'accent sur cet aspect social, sur l'aspect économique, sur le fait que malgré la quantité absolument surprenante de sanctions qui sont adoptées contre la Russie, qui est beaucoup plus que l'Iran, beaucoup plus que contre la Corée du Nord, l'économie russe continue et surtout la société n'est pas déstabilisée. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que l'on sent ici, en tout cas, une certaine tranquillité, cette espèce de force tranquille de la Russie. C'est une situation qui est totalement différente de celle de la fin de l'Union soviétique, où il y avait une rupture entre la population et les idéaux qui étaient mis au pouvoir, en tout cas prononcés officiellement, et les gens aspiraient à autre chose, avaient ce rêve occidental, etc. Les gens aujourd'hui n'ont absolument pas du tout ce rêve occidental. Hein. Ils ont compris où avait été l'échec de la Russie justement dans les années 90, et au contraire, ils sont fiers de leur pays, ils aiment leur pays, et ce qui ne veut pas dire qu'ils veulent écraser tout ce qui est à côté. Le but, ce n'est pas une vision impériale des choses. Ce n'est pas la Russie qui a mis des bases militaires un peu partout dans le monde, c'est pas elle qui a un peu plus de 100 000 militaires en Europe de l'Ouest. Donc, il faut, à mon avis, remettre les choses à leur place. Elle a simplement dit une chose, c'est que le conflit n'a pas commencé en février,
contrairement à ce que l'on répète, mais bien avant. Et c'est un conflit qui est existentiel parce que c'est la question, au-delà des kilomètres carrés, de savoir est-ce que les pays ont le droit de défendre leur intérêt national ou pas. Juste un petit exemple très court. Oui. Dans les territoires qui ont été repris par l'armée russe, il y a eu notamment des livres d'histoire scolaire qui ont été récupérés. Vous savez, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils sont imprimés aux États-Unis et il y a la glorification notamment des héros, Bandera, Shushkevich, etc. Tous ces héros qui viennent justement des mouvances nazies qui ont soutenu les nazis. Et il y a une réécriture totale de l'histoire. Donc oui, votre intervenant avait tout à fait raison lorsqu'il disait que le plus grand combat, c'est le combat des esprits. Et c'est ce travail qui a été fait depuis des années par, on va dire, la mouvance atlantiste en Ukraine pour reprogrammer complètement les esprits, contre laquelle il faut absolument travailler parce que les gens doivent revenir à leur histoire. L'Ukraine, pendant 1000 ans, a été dans le sein de la Russie. Les 2 fois où elle a été plus ou moins indépendante, ça a été lors de la chute de l'Empire, où finalement elle a passé une paix séparée pour être à nouveau sous domination allemande, et en 39-45, lors de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu justement aussi cette occupation allemande. Donc ça pose des questions. Merci Karine. Donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer un petit peu de répartir ce temps entre Gérard Vespierre et Manuel Pouchelet qui n'a pas encore pris la parole. Alors Gérard Vespierre, quelles sont les conséquences de ce conflit sur l'Occident, en Europe notamment? Je crois qu'il y a effectivement une dynamique de cohésion qui a été renouvelée par cette guerre, n'est-ce pas? À partir du moment où il y a une telle intensité de conflit, avec à nouveau donc autant de morts et de blessés, vous avez des pays qui se fédèrent autour d'organisations, donc de l'Union européenne et l'OTAN, et donc les pays européens ne vont pas vers l'OTAN. Les pays européens sont l'OTAN. Les pays européens représentent la majorité des citoyens de l'OTAN. Donc, vous voyez, il faut quand même tenir compte des réalités humaines et géopolitiques. Et donc, les situations européennes sont consolidées, hélas, par ce conflit. Et ce n'était pas du tout l'objectif de la Russie en lançant cette guerre. L'opération était destinée à déstabiliser et à casser l'unité européenne et à déstabiliser l'Europe et les États-Unis. Merci, Monsieur Gérard Vespierre. Manuel Pouchelet, la dernière question, apparemment, ça sera pour vous. Alors, dites-nous, l'Ukraine est-elle la victime, une sorte de bélier, comme dirait l'autre, de l'Europe, car les enjeux, on le sait très bien, dépassent de loin le territoire ukrainien? Non, je pense que l'Ukraine est ni plus ni moins que la concrétisation des contradictions occidentales, américaines et européennes. Moi, je préfère séparer le bloc occidental en ces 3 entités. De toute façon, l'Ukraine, malheureusement, va payer le prix fort, on va dire, des injonctions européennes et notamment américaines. Maintenant, je pense que la solution de paix est à trouver. Parce qu'il y a des populations qui souffrent, il y a des populations qui se divisent, et ça risque d'avoir un effet, si vous voulez, incommensurable au niveau des pays européens, où il y a déjà des signes inquiétants de rupture. On le voit avec la Hongrie, mais en même temps, j'allais dire, pour conclure, j'emprunterai parce que je m'intéresse à la culture slave et russe notamment, ce proverbe russe, si vous voulez, 50 brebis sans berger ne constituent pas un troupeau. Le problème est de savoir qui est le berger. On va le trouver certainement, Monsieur Manuel Pouchelet. Alors, je crois qu'il nous reste encore quelques secondes. Reda, tu veux conclure peut-être? Oui, je voudrais dire que ce conflit n'est pas amené à durer indéfiniment. Et généralement, les conflits prennent fin lorsque les adversaires soit sont épuisés, soit ils finissent par se lasser.
Donc c'est la lassitude ou l'épuisement qui vont finir par déterminer la volonté des uns et des autres, et nous ne pouvons être que spectateurs. Merci. Oui, voilà. Merci beaucoup Reda. Je vous rappelle que vous êtes consultant à Al24 News, mais que vous êtes également spécialiste en relations internationales. Je remercie également M. Manuel Pouchelet, qui est spécialiste en géopolitique et sécurité. Il était avec nous depuis Paris par Skype. Karine Béché-Golovko, juriste et professeur invité à l'Université de Moscou. Merci d'avoir été avec nous. Également M. Gérard Vespierre, analyste géopolitique. Je vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous. Et on se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Au revoir.